toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Média 24. Vous regardez Zone Franche et depuis le dimanche 21 décembre 2025, le Maroc vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, la grand-messe du football africain qui a démarré en grande pompe chez nous avec un espoir partagé par tous, je l'espère du moins, décrocher enfin un deuxième sacre continental pour l'équipe nationale, un trophée qui nous échappe depuis près d'un demi-siècle maintenant, depuis 1976. Mais cette CAN ne se joue pas uniquement sur le terrain. Elle se joue aussi en dehors, dans l'organisation, la logistique et la capacité du Maroc à gérer un événement de cette ampleur, car cette compétition est un véritable crash test, à 5 ans maintenant, de la Coupe du Monde que le Royaume co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Et parmi les enjeux majeurs de cette organisation, il y a l'expérience des fans. Une expérience qui commence bien avant le coup d'envoi et qui se prolonge bien avant le coup de sifflet final. Acheter un billet, payer un transport, consommer dans un stade ou dans une fan zone, eh bien, derrière ces gestes simples du quotidien, il y a un sujet central, celui des paiements. Des paiements qui doivent être rapides, fluides, numériques et surtout sécurisés. Alors, où en sommes-nous réellement aujourd'hui sur la question des paiements électroniques au Maroc? Notre infrastructure est-elle vraiment capable d'absorber les pics massifs de transactions générés pendant cette CAN? Et surtout, sommes-nous sur la bonne trajectoire pour offrir d'ici 2030 une expérience fan au niveau des standards mondiaux? Eh bien, pour en débattre, je suis ravi d'accueillir deux acteurs clés de la chaîne des valeurs de paiement au Maroc. À ma droite, Sami Ramdan, Country Manager de Visa au Maroc. Bonjour Sami. Bonjour Sidi, ravi d'être parmi vous. Plaisir partagé. Alors, vous cumulez près de 19 ans maintenant d'expérience dans les paiements et la fintech. Vous accompagnez les banques, les institutions, les fintech aussi dans la transformation des usages avec une approche à la fois stratégique et opérationnelle autour des flux de paiement, de l'acceptation digitale, de la sécurité et de l'innovation. Et on sera ravi d'écouter ce que vous avez à nous dire sur tous ces sujets-là. Et à ma gauche, Hana Bendris, vous êtes directrice générale de Switch Al Maghreb. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous aussi, vous évoluez depuis pas mal d'années, 15 ans exactement au cours des systèmes de paiement et de la monétique au niveau national. Avant de rejoindre Switch Al Maghreb, vous avez occupé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe HPS et vous avez travaillé également chez Visa et auprès du centre monétique interbancaire. Aujourd'hui, vous êtes donc au centre de la modernisation et de la résilience de l'infrastructure nationale des paiements. Alors, avant de commencer notre discussion et avoir un débat en profondeur sur les enjeux et les défis liés au paiement numérique au Maroc, peut-être quelques chiffres pour planter le décor et pour faire un état des lieux lucide, crédible et objectif sur la situation actuelle. On a à peu près 18 millions de cartes de paiement en circulation au niveau national au Maroc. Et malgré une hausse soutenue à deux chiffres des paiements par carte, plus 17% en 2024 selon les récentes statistiques de Banque Maghreb, à peine 15 à 20% des transactions quotidiennes se font par un moyen de paiement électronique. Autant dire que le cash reste prédominant et toujours roi. Et cet indicateur, il y a un indicateur qui confirme justement cette assertion, et là c'est un chiffre du Centre monétique interbancaire qui le confirme. En 2024, 63% du nombre d'opérations effectuées par carte bancaire consistait à retirer du cash et des espèces auprès d'un guichet bancaire. En valeur, le taux grimpe même à 78%. Une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi cette dichotomie entre d'un côté une progression soutenue des paiements par carte, et là je me tourne vers le directeur général de Visa que vous êtes, Samir Hamdan, et d'un autre côté un cash qui reste prédominant dans les usages quotidiens des Marocains quand il s'agit de payer tel ou tel service ou produit. Très bien. Premièrement, monsieur Adel et tous nos auditeurs, excusez ma voix cassée aujourd'hui. J'étais au stade donc dimanche. J'excuse. Ça explique un peu donc l'état de ma voix. Justement, je souligne tous les chiffres que vous avez listés, mais je rajoute aussi il y a un indicateur qu'on observe chez Visa de manière très rapprochée. C'est le total des dépenses des ménages. On appelle ça le Personal Consumption Expenditure, ou PCE. Au Maroc, en fait, elle est évaluée à pratiquement 80 milliards de dollars par année, ou bien 800 milliards de dirhams. Et sur cette masse-là, donc des paiements qui sont faits en cash, chèque, virement et carte, la partie digitale, elle représente moins de 10%. Donc tout le reste, c'est pratiquement donc entre chèque ou bien cash, et ce sont les deux donc des moyens de paiement qui sont pas efficaces en process, en gestion et tout. Et je rajoute aussi au chiffre que vous avez listé.
le taux d'activation des cartes. Alors aujourd'hui, sur une centaine de cartes émises par les opérateurs au Maroc, il n'y a que pratiquement un tiers qui font une transaction de paiement sur l'année. Le reste, c'est soit des cartes totalement inactives, soit des cartes qui sont actives uniquement en retrait. Donc il y a une vraie problématique justement qu'on essaie d'adresser et je pense qu'on aura le temps de discuter de tous les plans qu'on prévoit, Inch'Allah. Il y en a qui sont déjà lancés, notamment sur la partie tokenisation, sur la partie acceptance, la partie aussi une meilleure gestion des risques ou bien une meilleure gouvernance donc des paiements. Tout ça, c'est très important parce qu'il faut mettre les gros cailloux, bien les piliers pour un système de paiement pour qu'il crée cette confiance, mais aussi l'ancrer. Et c'est là qu'on aura normalement une migration de ces flux des moyens de paiement qui ne sont pas efficaces à du digital. En parallèle, nous avons aussi le total des dépenses des entreprises, ce qu'on appelle le CCE, ou bien le Commercial Consumption Expenditure. C'est évalué à 140 à 145 milliards de dollars par année. Et sur toute cette masse aussi, il y a pratiquement 2 tiers entre virements et chèques, mais la carte, c'est moins de 1%. Le reste, c'est du cash. Donc, il y a aussi un grand travail. En fait, on l'appelle toujours un angle mort ou bien un blind spot pour nous tous. Sur les opérateurs, on est trop concentré sur la partie consommateur ou bien particulier. Mais pour la partie entreprise, il y a du travail à faire aussi. Donc, si j'ai bien compris, les statistiques sont encore pires au niveau des particuliers, par exemple. On va dire qu'il y a une opportunité plus importante avec les entreprises qu'avec les consommateurs, sachant que sur les deux, il y a un grand travail à faire. Hana Bendris, même question. Comment vous expliquez ce constat? D'un côté, Très bien. les paiements par carte qui progressent, certes, mais d'un autre côté, un cash qui reste prédominant dans nos usages quotidiens. Ok, moi déjà je vais confirmer vos chiffres. Effectivement, je partage l'ambition de CMI et notre ambition à tous. On est extrêmement ambitieux, on souhaite le meilleur pour notre pays, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on y est déjà. Mais j'aimerais peut-être apporter d'autres indicateurs pour un peu, mettre en perspective un certain nombre de choses. Vous avez partagé les indicateurs, je partagerai d'autres. Aujourd'hui, le taux d'utilisation du cash au Maroc, il est aux alentours de 65%. 65%. Ok, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est bas? C'est vrai qu'il y a les pays scandinaves où c'est moins de 10%. Ça pose des challenges, on le sait tous. Mais dans les pays scandinaves, il y a des voix qui s'élèvent pour un retour au cash. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit ça pose des challenges. J'y étais et l'expérience, quand on arrive et on n'a vraiment pas de cash, on ne peut pas utiliser le cash pour le métro, pour le transport, et que vous venez de débarquer, c'est un peu challenging, effectivement. Donc ça, c'est challenge. D'un autre côté, on va prendre des pays comme le Japon, ils sont à 60%. Là, on est à 65%. On serait peut-être surpris. On va prendre l'Allemagne, c'est 50%. On va prendre l'Espagne, ils sont aux alentours de 55% aussi. La France, c'est 40%. Donc finalement, le 65% de l'utilisation du cash au Maroc, il n'est peut-être pas si mauvais que ça. Il y a toujours l'ambition de faire mieux, mais on a fait du chemin. Et je reviendrai sur ce même indicateur. À peine en 2015, donc 10 années de ça, il était à 99%. Donc en 10 années, on est passé de 99% à 65%. Le chemin est encore devant nous et on est ambitieux et on va y arriver, mais c'est bien de prendre des fois le recul, de voir un peu le chemin parcouru, parce que c'est aussi de la confiance par rapport, si on ne va pas assez vite, on y va juste. Non, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Si effectivement la comparaison avec le Japon elle est pertinente dans ce sens, parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un pays Oui. qui est à la pointe de la technologie, c'est effectivement le taux d'utilisation du cash n'est pas problématique en soi. Qu'est-ce qu'il est, justement? Parce que si on est à 65% au niveau du Japon, et à 60% au niveau du Japon, et que nous on est à 65%, Oui. bon, on ne peut pas dire que en termes de développement technologique ou d'usage des technologies, nous soyons au niveau du Japon. Si le taux d'utilisation du cash n'est pas le problème, il est où le problème alors? Ok. Nous voulons toujours améliorer, parce que je ne suis pas en train de dire 65 c'est bien et on devrait y rester. Il faut toujours viser plus parce que c'est de l'inclusion financière. Ça reflète un niveau d'inclusion financière qui est quand même un levier par rapport au développement de l'économie, économique et sociétale. Maintenant, vous avez partagé d'autres indicateurs. Donc, nous avons les moyens, la technologie, les cartes, l'adoption, et vous avez bien raison de parler de l'usage. Vous avez partagé le taux de 63% qui représente le nombre de retraits GAB sur le total des transactions électroniques. Absolument. Ok. Ça, effectivement, ça veut dire qu'on va utiliser la carte, on s'est équipé, l'écosystème, on utilise la carte, on retire du cash, rebelote dans le système du cash. Mais là encore, je positive avant d'adresser les challenges parce qu'il y en a beaucoup. Ce taux-là,
À la veille du Covid, donc fin 2019, il était à 80%. On est quand même à 63%. Le nombre d'utilisation de la carte pour le paiement, encore en 2019, veille du Covid, était de 5 transactions par carte paiement par an. On en est à 10, on a doublé. On est encore loin, il y a du chemin. Je voulais juste prendre un petit moment pour dire il y a du travail qui se fait sur le terrain par l'ensemble des acteurs. Mais forcément, ces indicateurs s'améliorent ou évoluent à fur et à mesure que les différents commerces dans lesquels les uns et les autres peuvent effectuer des paiements sont équipés en moyens de paiement électronique. Et là, ça me ramène à un autre indicateur que j'aimerais vous soumettre, Samir Hamdan, c'est le nombre de TPE actifs aujourd'hui. On en a à peu près 100 000, 80 000 actifs, vous me disiez juste avant le début de cette table ronde. Est-ce que c'est un chiffre qui est en deçà des capacités et des besoins du Maroc en matière de paiement électronique? Bah, largement, parce que, en fait, si on parle de 100 000 TPE qui sont installés aujourd'hui, et nous, la définition qu'on indique pour qu'un TPE soit actif, c'est une transaction sur 12 mois. Réellement, si on passe si on veut évaluer la vraie utilisation, ou bien le vrai taux d'activation, bah, il faut aller peut-être sur 10 transactions minimum par jour. Pour définir un commerçant comme actif. Donc, les 100 000 qui sont déployés, il n'y en a que 80 000 qui font une transaction sur l'année, mais les TPE réellement actifs, on serait, on va dire, dans les 50 000, 60 000 TPE. Et donc, ces TPE-là sont très concentrés aussi sur la grande distrib, sur les stations-service, donc les pétroliers, et le retail. Aussi la partie touristique, hôtel, tout ce qui est travel entertainment, hôtel, location de voitures, restauration et tout. Mais sinon, tout le reste, il est totalement exclu aujourd'hui. Mais juste une question que les uns et les autres se posent naturellement. Pourquoi on en a si peu? Parce que ça ne coûte pas très cher quand même à équiper les uns et les autres en terminaux de paiement. Oui, alors, déjà, si on veut contextualiser la chose, les 80 000 ou bien les 100 000 représentent combien de volume total, enfin de la masse adressable? On a fait une étude récemment, en fait, qui s'appelle Value of Acceptance sur le marché marocain, et ça nous a fait sortir le chiffre de 2,6 millions de commerçants total, entre commerçants formels, informels, petits commerçants, grandes entreprises, corporate et tout ça. On a évalué le nombre de commerçants qui seraient adressables, donc qu'on pourrait équiper ou bien qui normalement sont relevant pour un paiement électronique. Le chiffre s'élève à 1,2 million. Donc, au fait, ça dit que sur 1,2 million d'adressables aujourd'hui, on est uniquement sur du 4-5% d'équipement uniquement. Donc, les 50-60 000 TPE ou bien commerçants équipés, ça représente 4 à 5% uniquement de commerçants qui sont équipés. Le pourquoi de la chose maintenant, pour répondre à votre question, il y a 3-4 grands freins qui sont toujours cités par les commerçants quand on leur pose la question. Bon. Peut-être ça, ce qui nous vient à l'esprit direct, c'est l'aspect coût. On a posé la question à plusieurs personas. Si je prends le persona de Moul Hanout, il y en a plus que 100 000 sur tout le royaume, et ben figurez-vous que le coût, c'était le numéro 3. Pour lui, pour Moul Hanout, le premier frein, c'est il a besoin de cash lui-même pour payer ses fournisseurs. Oui. Il nous explique qu'il a sur la semaine 30 à 35 fournisseurs. Et par jour, il a des jours où il a jusqu'à 16 livraisons. Le pain, par exemple, il peut recevoir la matinée et l'après-midi. Oui, c'est une question de praticité. C'est-à-dire qu'il ne refuse pas le paiement électronique il a besoin de par choix, mais par nécessité d'avoir du cash pour exactement. Et là, il nous dit, si vous arrivez à équiper toute la chaîne, toute la supply chain, donc si moi j'ai les livraisons donc de boissons gazeuses, si je peux payer le livreur en carte, avec ma carte, ça m'arrangerait aussi, parce que compter le cash, tout ça, ça me prend du temps. Aussi, faire la caisse fin de la journée, ça prend du temps. Pour moi, Moul Hanout, j'aimerais bien aussi avoir donc du paiement électronique et digitaliser mes paiements, ça m'aide. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième, au fait, ils nous disent aussi qu'au côté client, donc ses clients à lui, il y a aussi une préférence pour le cash. Et que lui, mais moi, j'ai aussi le TPE qui est là. D'accord? Il y en a qui l'ont. Ils disent que généralement, il y a cette habitude de payer avec le cash quand je suis chez Moul Hanout. Il y a un travail à faire sur la partie awareness. Je suis étonné quand même de savoir que certains
les épiciers, moul hanout, soient équipés en TPE, mais que les clients préfèrent ou se dirigent naturellement vers le cash pour le Par paiement de défaut, leurs achats. par défaut, si je suis en train d'acheter quelque chose à 50 dirhams, 100 dirhams, par défaut, le consommateur, il va sortir le cash. Il n'a pas le réflexe de payer avec la carte directe. Alors, ça, c'était le deuxième. Le troisième, et c'est là qu'on vient au coup. Quand on se pose avec ces commerçants-là, on leur explique que ça coûte pas tant que ça. Ça coûte 1%, peut-être 1,5% pour les transactions domestiques, et ça représente la grande majorité des paiements qui sont faits chez ces commerçants-là, peut-être 2,5-3% pour l'international. Ça dépend de... C'est une discussion en fait commerciale entre le commerçant et son acquéreur. Mais, anyways, on va dire entre 1 et 1% pour le domestique, qui représente la majorité. Quand on leur dit que le TPE, en fait, va vous permettre aussi d'accepter les paiements de facture, et sur ça, vous allez avoir une marge, en fait. Et ça va vous permettre de faire aussi donc, le mobile top-up. Je peux acheter de la recharge sur ces TPE-là. Et ça va vous permettre aussi de régler quelques dépenses aussi. Est-ce que ces arguments sont audibles auprès justement de ces commerçants? Le commerçant, en fait, il n'a pas idée qu'il peut avoir un TPE qui va... en fait, on appelle ça, enfin, ce sont les TPE multiservices ou bien multifonctionnels. En fait, ça permet le paiement, mais ça permet aussi le paiement quand j'achète quelque chose chez lui. Mais si je pars pour payer une facture, j'ai une marge, en fait, chez le commerçant. Le commerçant, il a une marge qu'il va encaisser. La même chose pour la recharge mobile. Oui. En fait, la recharge mobile, quand je la fais, je ne parle pas d'un paiement par carte, mais je parle juste le fait d'acheter de mobile top-up chez le commerçant. En fait, je gagne. Au fait, moi, commerçant, je gagne de l'argent dessus. Donc, all in all, comme on dit, ou bien, si on prend le bottom line, si j'ai, moi, un TPE, je vais payer à 1,5, mais je vais générer, plus de volume, des transactions qui vont me générer une commission positive, donc je vais encaisser. Donc le bottom line, je ferai, ma profitabilité, elle est meilleure. Donc on explique la chose aux commerçants, ils sont plus ouverts. Dans la majorité des cas, ils sont ouverts. Donc c'est un travail de communication et de pédagogie à faire auprès de ces commerçants pour les convaincre et les inciter à adopter ces moyens de paiement. Peut-être si je me permets de prendre peut-être une petite minute de plus, là c'est côté commerçant. Maintenant qu'on se pose avec l'acquéreur, la discussion elle est différente. L'acquéreur, c'est celui qui équipe justement le commerçant. Il nous dit c'est que le TPE me coûte 4 à 5 000 dirhams et par mois, il me coûte 200 dirhams en maintenance. Donc, c'est-à-dire que mon point mort pour le placer chez un commerçant, le commerçant doit me générer sur l'année, on va dire, je chiffre un dummy number, 1 million de dirhams de chiffre d'affaires par année. La majorité des commerçants ne font pas ce chiffre-là sur les TPE. Ce que vous disiez tout à l'heure, la majorité des TPE actifs aujourd'hui au Maroc Voilà. sont dans des grandes structures qui font de chiffre d'affaires. Donc, c'est là qu'il faut imaginer un deuxième modèle plus adapté. En partie technologie, il faut se passer des TPE classiques, mais aussi sur le modèle économique. Alors, toutes ces opérations et ces paiements électroniques passent par la structure que vous dirigez, si j'ai bien compris, en tout cas au niveau domestique et local. Toutes les opérations de paiement effectuées au Maroc passent par le switch national, donc Switch Al Maghrib, que vous dirigez. Et là, j'ai une question à vous poser par rapport à l'interopérabilité, parce que c'est l'une de vos prérogatives au niveau de Switch Al Maghrib, c'est de s'assurer que l'interopérabilité est active au niveau de toutes les structures. Est-ce que cette interopérabilité entre les différents acteurs fonctionne vraiment suffisamment bien pour soutenir justement cette adoption massive que nous évoquions il y a un instant avec Samy? Absolument. Enfin, pour revenir, un peu peut-être mieux définir ce mot interopérabilité. L'interopérabilité aujourd'hui, Switch Al Maghrib, en fait, il est co-construit avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. On opère sous autorisation de la Banque centrale, donc on est régulé, surveillé par Banque Al Maghrib. Et nous portons une mission d'intérêt public qui est cette interopérabilité qui consiste en quoi concrètement? Quand l'utilisateur du moyen de paiement, carte ou wallet, sort son moyen de paiement, mais il ne se pose pas la question est-ce que ça va être accepté sur ce terminal de paiement chez tel commerçant qui, si ça se trouve, sa banque est différente de ma banque. Il ne va pas se poser la question est-ce que je peux retirer sur ce GAB? Ça, c'est votre responsabilité. Exactement. Donc, nous sommes le garant que ce moyen de paiement sera accepté dans les conditions qui garantissent que la transaction puisse se dénouer de bout en bout. Donc, on va acheminer les demandes d'autorisation en temps réel pour voir s'il y a le solde
disponible, répondre aux commerçants qui est rassuré que si il cède son bien, il sera bien payé. Et en fin de journée, nous allons agréger une agrégation de toutes ces transactions pour savoir qui doit quoi à qui et de combien telle banque par rapport à ses porteurs serait débitée pour pouvoir créditer les acquéreurs et in fine les commerçants. Et le règlement en fin de journée sur les comptes de ses participants. Et ça doit fonctionner parce que c'est un service d'intérêt public. Un service d'intérêt public, par définition, c'est un service critique dont l'arrêt causerait des agréments majeurs. Donc, on ne peut pas se permettre que ce service ne fonctionne pas. Hmm. OK. Et Est-ce qu'il fonctionne suffisamment? Est-ce que l'interopérabilité, elle est optimale, optimisée aujourd'hui chez nous au Maroc? aujourd'hui, c'est un travail continu, c'est un investissement de l'écosystème d'une manière continue à innover, à apporter à chaque fois plus d'optimisation. On parlait des banques et puis après les établissements de paiement, les fintech arrivent avec de nouveaux use cases. La carte et puis après il y a le wallet, Maroc Pay, un moyen de communication. Oui. On parlait tout à l'heure du coût et de devoir tirer ses coûts vers le bas pour pouvoir justement développer l'acceptation qui est le vrai challenge. On parlait tout à l'heure des indicateurs qui sont très positifs en termes d'adoption, mais l'usage, Samy l'a cité, le rejoint parfaitement, c'est d'élargir cet asset par rapport à l'acceptation. Donc, cette innovation par ce wallet qui coûte encore moins cher qu'un TPE ou même un smartphone qu'on pourrait effectivement tourner au moyen d'acceptation existe et il est interopérable et c'est grâce à l'effort et à l'investissement de l'ensemble des acteurs impliqués. Alors, on va passer à l'expérience des fans pendant cette CAN et des paiements pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. On va se projeter aussi vers la Coupe du Monde. C'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Madame Hannah Bendriss par rapport à cette notion d'interopérabilité et d'acceptation. J'imagine qu'au niveau de Visa, un réseau mondial de cartes bancaires tel que Visa, ce sont des notions très très importantes ou des indicateurs que vous prenez très très au sérieux dans tel ou tel marché. Alors j'aimerais avoir votre avis, sincère, clair et objectif, sur l'état des lieux de l'acceptation des paiements au Maroc et de l'interopérabilité telle qu'elle est configurée aujourd'hui sur le marché national. Oui. Alors, Visa, on opère sur plus que 200 pays et territoires de par le monde. Et sur ces 200 pays et territoires, vous partez avec votre carte Visa. Là, vous voyez la marque Visa, vous tapez votre carte, votre téléphone, ça marche. On n'avait pas de problème d'acceptation à l'échelle mondiale. Quasiment pas. Ça dépend des marchés. Ah ouais? Ça dépend des marchés, mais généralement, c'est à la marque Visa, on tape, ça marche. Ça, c'est 99,999. C'est les 6 nice qu'on a. Donc, la transaction, elle passe à tous les coups. Et justement, ça, c'est le modèle interopérable qu'il faut qu'on ait aussi sur les marchés. Mais ça, comme le disait bien Hannah, c'est les cartes, les wallets, les cartes toutes marques, Visa et autres, mais aussi le wallet et tout autre moyen de paiement. Il faut qu'on arrive à un écosystème où, si moi je suis commerçant, si j'accepte le paiement digital, j'ai pas à me soucier quel sera le moyen de paiement de l'autre côté. Aussi, le consommateur, si j'ai un moyen de paiement, j'ai pas à me soucier le commercial l'accepte ou pas. Ça doit passer. Donc, ce qu'on a vu sur le marché marocain, c'est que depuis plus qu'une vingtaine d'années maintenant, avec la création du CMI dans un premier temps, l'une des missions principales du CMI, c'était d'assurer l'interopérabilité. Peut-être que maintenant, avec le temps, on a un peu oublié l'historique, donc disons, peut-être qu'on était tous à l'école à ce moment-là. CMI. C'était Hannah, justement, l'une des personnes qui avait aidé à créer cette interopérabilité. Mais avant, en fait, il fallait vérifier c'est l'automate, le GAB, accepter ma carte ou pas. Maintenant, on n'a pas à se poser cette question-là. La même chose pour les TPE. Donc, on a vu, comme disait Hannah, il y a un grand travail qui est fait. Et c'est un investissement continu. Parce qu'il faut tout le temps intégrer le nouveau moyen de paiement. Il faut tout le temps innover. Il y a aussi de nouvelles technologies qui arrivent. Je cite par exemple la tokenisation. Il faut être prêt pour ça aussi. On va passer à la CAN, parce que effectivement cette grande fête du football africain a commencé le 21 décembre 2025. Tous les amateurs de foot, et pas que les amateurs de foot d'ailleurs, s'attendent à l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure édition jamais organisée sur le continent. On va accueillir des supporters des 4 coins du monde. Ces supporters vont voyager, vont consommer, vont payer. On estime en moyenne entre 3 et 5 le nombre de paiements effectués par un supporter le jour d'un match. Et certains se posent la question de savoir si on est réellement prêt, techniquement, logistiquement, à accepter tous ces paiements, à accueillir tous ces supporters et tous ces fans dans les meilleures conditions. Alors je pose la question tout naturellement, est-ce qu'on est prêt?
Je pense que c'est un travail au quotidien pour qu'on soit prêt, enfin déjà pour nos citoyens qui utilisent ces moyens de paiement au quotidien et pour pouvoir accueillir enfin, nos invités du monde entier. Enfin, le Maroc est connu par l'hospitalité. Donc tous les jours pour nos citoyens et pour pouvoir organiser des événements de cette envergure, la préparation a démarré depuis des années et se continue. Donc, enfin, d'une manière plus concrète, on va peut-être partager des chiffres, enfin, aussi quelques idées. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai parlé de l'écosystème de Switch Al Maghrib, enfin, avec l'ensemble des banques et des établissements de paiement. Nous sommes sur des architectures qui se disent actifs. Ça veut dire c'est plusieurs data centers qui se synchronisent en temps réel, enfin, en fonction d'une manière distribuée, et chaque data center pourrait complètement reprendre la main à 100%. Il est dimensionné pour pouvoir reprendre toute l'activité à lui tout seul, alors qu'on la distribue sur plusieurs data centers. Pourquoi? Ben, s'il y a un arrêt, ce qui peut y avoir des couacs, ben, on a toujours la possibilité de redémarrer et en temps réel. OK? Aujourd'hui, en termes de capacité, parce que c'est ça les challenges de ces événements, on a parlé beaucoup d'élargir l'acceptation. Enfin, quand enfin, nos invités arriveront, il faudrait qu'ils soient capables d'utiliser partout et on a assez adressé le sujet avec Samy tout à l'heure. Mais après, la capacité. Aujourd'hui, on est sur des pics au quotidien aux alentours de 20 transactions par seconde. OK? Ça, c'est en temps normal. En moyenne, exactement, en temps normal. On a des périodes de fête en dehors enfin, de la Coupe d'Afrique où on est déjà monté à plus de 60 transactions par seconde. Par exemple, Eid Kbir, Par exemple, un c'est- Eid Kbir, un Eid Sghir, enfin, quand on reçoit les MRE, enfin, l'été, que ça coïncide avec une fête, donc des invités, on en Et reçoit. pendant la CAN, Et pendant la CAN, aujourd'hui, on n'est pas très loin, enfin, on n'a pas encore enregistré un pic tellement important, mais enfin, ce que j'aimerais surtout, enfin, peut-être rassurer enfin, ceux qui nous écoutent, c'est que en production, enfin, d'un point de vue applicatif, on est capable à monter à 3000 transactions par seconde. Là, on est à une vingtaine de transactions par seconde. Donc la marge, elle est vraiment en arme, que ce soit pour la Coupe d'Afrique et demain, parce que les 5 ans vont vite passer, pour la Coupe du Monde. Mais quand vous dites, juste pour celles et ceux qui nous regardent, quand vous dites qu'on est capable de monter à 3000 D'un point de vue transactions par applicatif, seconde, ça a été testé en laboratoire. absolument. Enfin, Dans- voilà, enfin, merci. Voilà. Bon, enfin, c'est pas pour vouloir plonger dans la technicité, mais d'un point de vue applicatif, on a testé en laboratoire les technologies qu'on utilise. On est capable de monter à 3000 transactions par seconde. Et en conduction, enfin, en conditions réelles de production, donc avec les infrastructures, le dimensionnement des serveurs, des machines, on est capable, enfin, on a déjà testé 300 transactions par seconde. Et là encore, on a vraiment de la marge. La précision, elle Oui. était importante dans le sens où, pour dire que les 3000, vous ne les sortez pas de votre imaginaire. Non, mais je C'est- ne me permettrai pas. C'est basé sur effectivement un test Absolument. qui a été réalisé dans les conditions que nous connaissons. Ben, même question, Samy, sur cette CAN, le niveau de préparation du Maroc. On aura des supporters du monde entier, des paiements, les gens vont se déplacer, vont acheter des tickets. Bon, on a eu un petit couac pour l'achat des billets pendant le match, pour les matchs de la CAN. Mais bon, ça c'était normal parce qu'on avait une demande très forte en un temps réduit sur une seule et même plateforme. Le risque dans ce genre d'événement, c'est d'avoir effectivement des couacs techniques qui entachent l'organisation qui par ailleurs peut être parfaite. Oui. Alors, déjà, Visa, en fait, on est sponsor d'un bon nombre d'événements sportifs de grande envergure. On est sponsor de FIFA, donc Coupe du Monde et autres. On est sponsor des JO, mais on est aussi sponsor de la CAN. Et ce qu'on fait, au fait, à l'occasion de toute compétition, par exemple la Coupe du Monde, le dernier c'était au Qatar, ou bien ce qui vient maintenant US, Mexique et Canada. Les CAN, Côte d'Ivoire, Cameroun et Maroc, les JO, Paris et avant aussi. Ce qu'on fait, c'est que on retrace toutes les touch points qu'on a avec les fans. Et on a principalement deux catégories, bien deux personas. Il y a les visiteurs internationaux, mais il y a aussi les fans locaux. Et les besoins, ou bien on va dire les itinéraires sont très différents. Pour un visiteur international, donc il y aura l'aéroport, le taxi, les métros, le tram, l'hôtel, taxi, tout ça, les restos. Pour les fans locaux, donc c'est plus transport, restauration rapide et donc les services qui sont aux alentours du stade. Et quand on retrace en fait tout cet itinéraire-là, on travaille avec nos partenaires, donc SWAM, mais aussi les acquéreurs et les banques, afin de préparer l'acceptation sur tous ces points-là et tester la readiness. Donc, on peut dire que la CAN 2025 Maroc, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour la Coupe du Monde 2030. Parce qu'on n'a pas pu implémenter, par exemple, l'acceptation sur le transport public, par exemple. Oui. On a pu le faire à moitié. C'est-à-dire que là, on peut acheter son billet de tram sur l'automate. Mais on ne peut pas payer
directement sur la turnkey. Avec les trains de l'ONCF, on peut payer en ligne. On peut payer sur le guichet, mais on ne peut pas, on va dire, accéder direct à la station en tapant sa carte. Donc, il y a toujours un travail à faire. La même chose pour la restauration rapide. On est encore sur les petits, les petits commerçants, des restos qui n'acceptent pas. Donc, il y a un travail à faire sur ce volet-là. Donc, si on parle readiness, euh, je pense que 2030, on va être certainement prêt. Aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les 50 000 versus les 1,2 million. Euh, on doit faire ce travail-là. Le travail ne va pas se faire avec ce qu'on fait aujourd'hui, les 17% que vous avez mentionné. Si on fait du plus 17% d'ici 2030, on va passer de 50 000 à 100 000, 150 000. Mais si on veut faire les 1,2 million, ça doit être du facteur 2 année par année, si ce n'est plus. Et là, en fait, c'est réalisable parce qu'on l'a fait sur des marchés qui nous sont plus ou moins similaires. Par exemple. Le Brésil, par exemple. Le Brésil, c'est un bon marché. Peut-être ça nous semble loin, parce ce qui nous sépare, c'est peut-être l'Atlantique. Mais c'est un marché qui est très proche en physionomie. Les habitudes de consommation, les modalités, tout ça. Mais c'est un marché sur lequel, vous faites le paiement électronique et déjà, il a pris beaucoup, beaucoup d'élan. Et le travail qui a été fait, justement, c'est un travail foundational ou bien structurel qui a été fait avec le régulateur et avec le switch local qui a donné après donc ce facteur 2, ce facteur 3. Un deuxième exemple, peut-être un peu plus proche, qui est l'Arabie Saoudite et les Émirats aussi, c'est plus ou moins la même chose. Tout à l'heure, j'ai donné les chiffres de 10% des paiements des ménages qui sont faits en digital. En Arabie Saoudite, aux Émirats, ça dépasse les 50%. Bon, Ouais. les pays nordiques, on est sur plus 90%. Il y a même des appels à accepter le cash maintenant parce que c'est un droit constitutionnel, hein, donc de pouvoir payer avec le cash. Oui. Donc c'est là qu'on oblige les commerçants à accepter le cash. C'est vraiment, disons, là, l'équation elle est inversée. Mais le passage de 10 à 20 à 40 à 50, s'il va se faire, ou bien quand ça va se faire, ça doit se faire avec la contribution de tout le monde. Il y a un vrai travail à faire sur la partie technologique, la partie réglementaire et la partie awareness aussi, ou bien éducation financière. C'est vrai que bon, moi je pense qu'il faut différencier l'usage des Marocains et l'usage des Marocains et des supporters pendant une compétition telle que la CAN ou la Coupe du Monde. Je reprends l'exemple des transports dans lesquels on ne peut pas effectivement aujourd'hui payer par exemple son ticket de transport public avec un moyen de paiement électronique. Si c'était le cas, ça faciliterait l'expérience, ça améliorerait l'expérience du fun, qu'il soit marocain d'ailleurs ou étranger. Ce qu'on peut accepter ou comprendre en temps normal dans nos usages quotidiens, bon, c'est vrai que pour se déplacer, prendre un transport public, ça dérange personne de payer en cash, j'imagine, en temps normal. Mais c'est vrai que pendant une CAN ou une Coupe du Monde a fortiori, on aura des gens qui n'ont pas pris pour habitude de payer en cash et qui ont pris pour habitude d'utiliser leurs moyens de paiement électronique. Et c'est dans ce sens où effectivement, on a une marge de progression à faire pour être prêt à satisfaire le plus grand nombre. En fait, je vais donner peut-être l'exemple d'un Suédois qui va être là en 2030 Oui. si la Suède se qualifie pour la Coupe du Monde. Entre-temps, il va revenir au cash, donc il aura repris des bonnes Bah, vieilles habitudes. Vous allez avoir beaucoup de Suédois qui n'ont jamais touché au cash, enfin qui n'ont pas touché au cash depuis 10 ans. Bah, ils s'attendent à avoir la même expérience ici aussi. Absolument. C'est le travail qu'on doit faire aussi. Allez, Mais Vendris. je suis d'accord, et c'est pour ça, enfin, vous le dites si bien, parce que il n'y a pas de baguette magique pour transformer complètement l'infrastructure pour un événement. Et c'est pour ça que je revenais à dire, on fait ce travail au quotidien pour les citoyens. Et c'est un cercle vertueux, parce que ça nous prépare mieux pour accueillir des événements qui, eux aussi, sont une sorte d'accélérateur qu'on garde au niveau de nos infrastructures. Donc, on a beaucoup parlé enfin, du constat aujourd'hui et du travail et de l'investissement de l'ensemble de l'écosystème qui se continue. Et c'est ça qui va nous permettre de fluidifier enfin, l'expérience enfin, des internationaux quand ils vont arriver. C'est ça qui va nous permettre de développer l'acceptation partout. C'est ça qui va nous permettre enfin, d'apporter plus d'innovation. On a parlé de la tokenisation et j'imagine qu'avec Samy, on va reparler encore de sécuriser davantage par rapport à des solutions innovantes de la détection de la fraude. Parce que faciliter l'acceptation, c'est très bien. La capacité pour gérer des pics, c'est très bien. Mais il faut que ce soit complètement sécurisé. Absolument. Enfin, en partenariat avec Visa, enfin, nous avions nos solutions enfin, de détection de fraude, mais on enrichit davantage avec un partenariat avec Visa. On injecte enfin, des moteurs d'intelligence artificielle qui vraiment en temps réel enfin, sont capables de détecter des comportements qui seraient anormaux ou frauduleux. Voilà, donc pour moi vraiment c'est au quotidien
qu'on prépare des événements majeurs comme la Coupe d'Afrique et comme la Coupe du Monde. Et après, ce sont des accélérateurs de développement de nos infrastructures qu'on garde, sur lesquels on capitalise et on renforce davantage. Alors, Bon, en si tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. ce que vous nous dites assez rassurant, c'est qu'au niveau de notre capacité à gérer un nombre important de transactions pendant la CAN, il y a zéro problème. Enfin, il y a aucun problème de ce point de vue-là sur notre capacité à gérer des transactions importantes pendant la CAN. Maintenant, je me projette vers la Coupe du Monde Oui. 2030. Est-ce qu'on sera au même niveau de nombre d'opérations effectuées, de transactions effectuées à l'échelle nationale, ou est-ce que vous avez une idée sur cette question? On peut regarder un peu dans le passé pour se projeter mieux dans le futur. On a doublé, on a partagé quelques chiffres tout à l'heure. La progression, c'était pas pour se réjouir de ce que nous avons réalisé, mais pour dire on avance vraiment et on va continuer d'avancer. On est très ambitieux et on veut vraiment organiser la meilleure Coupe du Monde, en plus de la Coupe d'Afrique en cours. Mais au quotidien, les indicateurs s'améliorent. C'est le message que j'essaie de faire passer. On va pas s'arrêter là où on est. On a beaucoup avancé en tant qu'écosystème ensemble, avec nos acteurs, Moi, les acteurs je parlais et les précisément du partenaires. nombre de transactions par seconde que vous évoquiez il y a Oui, temps. il faut En temps normal, on est à une vingtaine de Mais transactions on n'était par pas seconde. une vingtaine depuis toujours. Ça a beaucoup progressé et ça va encore progresser sur les 5 ans, entre aujourd'hui et la Coupe du Monde. C'est un travail Je d'amélioration reposais continue. quand même la question Oui. autrement, parce que ça m'intéresse de savoir si on sera au même niveau de nombre Préparation. d'opérations et de Il transactions faut qu'on soit à pendant la beaucoup CAN plus. que pendant la Coupe du Monde. Ah oui, je pense qu'on va être à beaucoup plus. À combien? Ce sera le double, le triple? Est-ce que vous avez une idée? On a doublé en 5 Bon, ans et c'est 5 j'espère. ans, on a le temps, vous avez le temps d'y réfléchir. Mathématiquement, on a doublé en 5 ans. Et j'espère que sur les 5 années à venir, on va pas que doubler, il faut qu'on améliore cette progression. Peut-être qu'au niveau des visas, vous avez des indicateurs. Je serais beaucoup plus bullish sur ça parce que, alors, même en dehors de l'effet Coupe du Monde qui est là, il y a tout un travail fondamental qui est en train d'être fait pour transformer les paiements au Maroc, que ce soit sur la partie acceptance que sur la partie carte. Ce qui est en train d'être fait, au fait, va nous mener de 50 000 commerçants qui acceptent la carte aujourd'hui, ou bien le paiement digital au sens large, à 1 million dans quelques années. Et pour arriver à ce niveau-là, on doit passer d'un TPS, d'un transaction per second de 20 à peut-être 200, peut-être même 2000 par transaction, parce qu'il y aura beaucoup plus de TPE, beaucoup plus d'applications qui acceptent la carte, mais aussi de l'autre côté, beaucoup plus de cartes qui sont actives. Tout à l'heure, je disais, le tiers qui sont actifs. Donc ça, on rajoute la couche aussi Coupe du Monde. La métaphore qu'on donne toujours, c'est que l'infrastructure qui est en train d'être construite aujourd'hui, les stades, les autoroutes et tout ça, je pense que 2031, ça ne va pas disparaître. Ça va toujours rester là. La même chose pour On l'infrastructure. l'espère. Ça va rester là. Donc, c'est la même chose pour l'infrastructure des paiements. Donc, tout ce qui est en train d'être construit, justement, c'est pour être en mesure de gérer l'après-Coupe du Monde aussi, avec une économie qui se développe. Là, peut-être, je fais le lien avec la vision, en fait, qui a été, je pense, depuis 2008 annoncée au Maroc, c'est de faire du sport un levier de développement économique. Et on le voit, on le sent. Avec maintenant, tout à l'heure, je pense, en off, on parlait des réussites du football marocain. En fait, c'est pas le fruit d'un hasard d'avoir le Maroc demi-finaliste Coupe du Monde, champion U20, sur le football féminin. Finaliste à deux compétitions de suite, Coupe arabe. Mais j'aime pas trop quand on insiste là-dessus parce que ça va nous porter la poisse pour cette CAN et je veux vraiment qu'on la remporte. Donc, C'est pas l'intention, c'est pas l'intention, mais c'est juste pour dire que il y a aussi les académies qu'on voit partout, il y a les entraîneurs marocains qui brillent partout, donc c'est un travail fondamental qui est en train d'être fait. Alors, ce sport qui est maintenant levier de développement économique, ça pousse aussi la partie paiement. Et la partie paiement, encore une fois, nous, on retrace l'itinéraire donc des fans internationaux et locaux pour 2030 et on doit s'assurer que tous ces touchpoints-là sont équipés donc de moyens de paiement adéquats. Alors effectivement, vous, au niveau de Visa, justement, vous avez l'avantage d'être partenaire de d'autres compétitions internationales, sportives notamment, donc vous avez peut-être du recul et des indicateurs pertinents pour savoir ce qui fonctionne pas, et ce qui peut être et ce qui doit être surtout amélioré au Maroc. Alors avant de donner la parole à Hanef Bedriss, j'aimerais rapidement, par rapport à la CAN vient de commencer. Bon, je touche du bois, je croise les doigts, tout se passe bien pour l'instant. Mais quels sont les risques à prévoir ou à prévenir, de par votre expérience et l'expérience de Visa en matière d'accompagnement des événements sportifs à l'échelle mondiale? Je vais prendre deux points principaux.
la capacité et la gestion de risque, ou bien la gouvernance. En termes de capacité, ce qu'on voit, ou bien en bandwidth, bon, Visa, on est à des dizaines, voire des centaines de milliers de transactions par seconde sur nos réseaux à l'international. On fait les stress tests de manière continue et on est toujours prêt, même s'il y a un doublement, triplement donc de la donc, transaction, on est prêt. Donc, la question ne se pose pas. La même chose pour le switch local. Donc, la question capacité, la question ne se pose pas. Sachant que en fait, il faut relativiser la chose. La CAN 2025, le nombre de transactions par seconde ne va pas dépasser une journée de haute saison touristique avec les Amarokes qui sont là. D'accord, donc on est Donc, dans une zone de confort. on est relativement dans une zone de confort. Il y a pas, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une explosion de volume au point de saturer les D'accord. capacités. Hannah a parlé d'aujourd'hui, on est à 20, on passe peut-être à du 60 en saison et on est prêt pour du 300 minimum, sachant que théoriquement on peut passer à 3000. Donc la question ne se pose pas sur ça. Côté visa aussi, donc on n'a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est la question capacité. La question gestion de risque maintenant, c'est que, vous l'avez dit, vous faites, on est sponsor d'événements sportifs de grande envergure. Ce qui se passe, c'est que on voit toujours une recrudescence de la fraude un peu avant et pendant ces compétitions-là. C'est là que les hackers, en fait, vont, par exemple, se faire passer pour des plateformes de vente de billets, aussi pour installer au niveau donc, de ces marchés-là donc, des terminaux, tout ça, factices pour récupérer les données de carte, ainsi de suite. Là, c'est un travail qu'on a aussi préparé. On a préparé le terrain. On a fait notre risque conférence il y a quelques mois et justement, tous les partenaires de l'écosystème étaient là. On avait notre head risque niveau régional, il gère plus 90 pieds, était là avec toute l'équipe risque. On a fait le tour aussi donc, de tous nos partenaires. Et aussi, nous avons nos équipes qui sont dédiées, qui sont aujourd'hui à l'affût de toute tentative de fraude. Je parle de large scale. Et dès qu'on détecte le moindre risque, on partage ça avec nos partenaires. Donc le risque majeur, si j'ai bien compris, c'est la sécurisation des transactions pendant ces événements. J'imagine que vous avez les mêmes soucis pendant cette période Absolument. de haute saison. Que ce soit pour Switch al Maghreb ou pour Visa, ce sont des Absolument, on partage compétitions, les mêmes objectifs, la même vision et les mêmes challenges par ailleurs. Donc effectivement, et j'en ai parlé, et en partenariat avec Visa, nous sommes en train de renforcer davantage les dispositifs de sécurité autour des transactions de paiement électronique et renforcés par de l'intelligence artificielle en temps réel. D'accord. Donc l'objectif étant d'être vraiment à la pointe. Mais si je peux reborder par rapport à ce point, renforcer ce qu'Anne a dit, justement, en fait, alors, l'intelligence artificielle chez Visa, en fait, c'est une alliance de très longue date. Donc, on a installé le premier algorithme sur le système en 1993 avec l'IA prédictive. Avec le lancement de l'IA générative depuis 3 ans, on investit massivement sur tous les systèmes. Alors, aujourd'hui, pour toute transaction qui est traitée par VisaNet, on analyse plus que 500 points data points. Et cette analyse-là nous permet de donner un scoring de la transaction qui est hyper pertinent. Donc, si notre système détecte que cette transaction elle est frauduleuse, dans 99,999% des cas, elle est une transaction frauduleuse. On a justement parlé de cette capacité-là qu'on a sur VisaNet. On a fait ce partenariat avec HPS, avec Swam, pour faire la même chose pour les transactions domestiques. Comment faire bénéficier les transactions domestiques de cette intelligence aussi, pour pouvoir en temps réel détecter s'il y a de la fraude sur la transaction. Et ça, c'est techniquement avéré. Grâce à l'IA, on arrive à prévenir, à détecter une fraude, si c'est le cas. En fait, la grande différence, on a ce qu'on appelle les systèmes classiques qui s'appellent les rule-based, ça veut dire qui se basent sur des règles que, au niveau des back-office des banques, et des établissements de paiement, on va définir. Si vous avez l'habitude en moyenne, on fait 5 transactions par jour, je dis n'importe quoi, si ça monte à 10, il y a une alerte qui va remonter. Ça, c'est la manière classique. L'intelligence artificielle, on va entraîner sur de la data, d'accord, massivement, et le modèle de lui-même, sans aucune règle, arrive à situer selon les paramètres d'entraînement qu'est-ce qui est un comportement normal, et dès qu'il va détecter une transaction qui par rapport à ces paramètres d'entraînement n'est pas dans la marge de la normalité, il va y avoir un score qui va être élevé pour aviser l'émetteur du moyen de paiement et dire potentiellement il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Est-ce que vous voulez arrêter, décliner l'autorisation ou investiguer davantage? En tout cas, ça permet de se préparer. C'est ça l'apport de l'IA. On n'a pas défini de règles, mais on a entraîné sur des données massivement, et le système devient capable tout seul d'apprendre, d'évoluer et de dire
il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Samir Ramadan, vous voulez rajouter un mot sur Je ça? rajoute justement quelques chiffres pour confirmer ce que Hannah disait. En fait, dans un système de lutte contre la fraude, il y a deux indicateurs principaux à observer. Il y a premièrement le taux de faux positif, c'est-à-dire identifier une transaction comme frauduleuse avec qu'elle n'est pas, et donc pénaliser le porteur de la carte authentique qui est en train de faire la transaction. Et là, on est à des taux moins de 0,3%. Donc, il y a 89,7% des transactions, une fois qu'on dit qu'elle est frauduleuse, elle l'est. Donc là, ce sont des scorings très, très C'est pertinents. relativement fiable comme Exactement. méthodologie d'analyse et de... Exactement. C'est très pertinent. Donc, l'IA, au fait, qui est entraînée, qui peut identifier la fraude sur le behavior, sur le comportement, arrive à scorer du 89,7% de... Il y a quand même un petit pourcentage d'erreurs, ce qui est rassurant. Parce que justement, il y a par exemple une carte qui est transacte pour la première fois. Elle peut être scorée comme high risk, disons, ou bien une carte qui était tout le temps, enfin, elle a fait zéro transaction, le porteur ne faisait que de l'ATM, puis tout d'un coup, il fait une transaction. Il y a un petit risque de plus, peut-être qu'elle va être bloquée. Mais bon, ça, ce sont les 0,3%. Donc ça, c'est le premier indicateur. L'IA ne connaît pas le bénéfice du doute. Hein, c'est ça. Hein. Croyez-moi que oui, elle le connaît aussi. Ça s'appelle les hallucinations. Absolument. Ouais, mais on arrive à gérer parce que quand on a des trillions de transactions à scorer sur la database, donc ça permet d'avoir vraiment un fait unique très important. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est le pourcentage de la fraude prévenue sur le volume de paiement total. Et ça aussi, c'est très important parce que là, on se retrouve avec des ratios très healthy. C'est-à-dire que sur, je chiffre Visa Monde, on était sur 15 trillions de dollars de volume paiement sur 12 mois rolling. C'est-à-dire à fin octobre, on était sur 15 points quelque chose trillions de dollars traités par les systèmes Visa. Et sur ces 15 trillions, il y avait plus que 40 milliards de dollars de fraude prévenue. Donc, fraude qui a été bloquée par nos systèmes, justement par l'IA. Et donc, ce pourcentage-là, on le voit évoluer petit à petit avec le temps. C'est-à-dire que les systèmes sont en train de s'améliorer. Ces mêmes pourcentages, mais ces mêmes performances, avec le partenariat avec HPS, avec SWAM, on aura aussi donc les mêmes indicateurs. Alors, la CAN 2025, elle vient de commencer chez nous. On espère que ce sera une belle fête sur le plan organisationnel et sportif aussi pour le Maroc. J'insiste là-dessus. Mais tout cela, c'est un test grandeur nature au final pour l'échéance de 2030, la Coupe du Monde co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Alors, je ne veux surtout pas que l'on comprenne mal mon propos. Il ne s'agit pas de différencier les standards entre les exigences pour les supporters pour une CAN et pendant une Coupe du Monde. En principe, on devrait avoir des standards au même niveau pour tous les gens que nous accueillons. Mais forcément, de par la nature et l'ampleur des événements, ils ne sont pas au même niveau. Alors la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette Coupe du Monde de 2030, est-ce que cette Coupe du Monde nous impose de nous hisser nos niveaux de standards internationaux en matière de paiement? Et là, je reviens à la question des récentes technologies qui sont peut-être démocratisées et utilisées quotidiennement dans d'autres pays, notamment en Espagne ou au Portugal, et qui ne sont pas forcément chez nous. Alors, on parle du paiement par contact sans contact qui n'est pas généralisé chez nous au Maroc. On parle de la tokenisation des cartes, on parle des wallets. Où vous situez aujourd'hui le Maroc? Et là, j'aimerais avoir l'avis d'abord de Samir Ramadan sur cette question en tant que directeur général de Visa. Au niveau des technologies, est-ce qu'on est au même niveau que nos amis espagnols, portugais? Est-ce qu'on est prêt pour la Coupe du Monde? Laissez-moi d'abord commencer par dire que alors, la Coupe du Monde 2030, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un milestone important. On doit être prêt pour ce milestone, mais ça ne va pas être genre la fin d'un journey ou bien d'un certain plan d'investissement. En fait, c'est qu'un milestone qui est très important, il faut être prêt. Alors, je reprends ce que vous dites par rapport au paiement sans contact, tokenisation et tout. Aujourd'hui, on a lancé le paiement sans contact depuis 2017, ici, au Maroc. Aujourd'hui, on est à pratiquement 70% des transactions en nombre qui sont faites en sans contact. Donc, l'adoption, elle y est. Et le trend, on est à 70, mais le trend, il est aussi. Donc, petit à petit, on partira vers le 100% sans contact, justement par la tokenisation que vous avez citée aussi. On peut expliquer rapidement aux téléspectateurs ce que c'est que la tokenisation? Oui, alors... Rapidement, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle. En 10 secondes, la tokenisation, en fait, c'est quoi un token? Un token, c'est un numéro de carte qui ne peut être utilisé que sur l'appli mobile, sur le device. Je prends un exemple concret.
j'ai mon application de streaming, par exemple, sur mon téléphone. Et cette application de streaming, pour payer mon abonnement mensuel, la première fois que j'avais payé, j'avais mentionné le numéro de ma carte. Ce que l'application mobile a fait, ou bien le commerçant mobile, il a demandé à Visa de générer un token. Donc, on lui Une a sorte de copie virtuelle de la voilà, carte un physique. numéro de carte qui ne peut pas être utilisé que par cette appli mobile précise sur ce même device. Si on prend ces 16 digits-là, ce numéro de carte, on le sort de cet environnement, elle va servir à rien du tout. Elle va Très pas, bien, elle va on pas referme marcher. la parenthèse et je reviens à la question initiale. Est-ce qu'on est prêt? Alors, je parle surtout de trend, parce que là, on est sur un trend aussi. Aujourd'hui, si on est 70% sans contact, et si on rajoute la tokenisation qui est en train d'enabler les Apple Pay, Google Pay, les XPays, ça va renforcer l'utilisation sans contact. Ça, de côté, donc, carte, ou bien équipement, et utilisation et adoption. Côté, je pense, le grand travail qu'on doit tous faire, c'est la partie acceptation. La partie acceptation, je reviens au fameux chiffre de 50 à 60 000 commerçants, ou bien TP aujourd'hui actifs, qu'on doit mener à peut-être, pour être réaliste, peut-être à du 200 000, 250 000 à l'horizon 2030 pour préparer le terrain à tous nos visiteurs de 2030. On va y arriver. Parce que là, il y a toute une transformation de l'écosystème, donc de l'acceptance qui est en train d'être opérée aujourd'hui. Sur la partie réglementaire, en parallèle, on travaille aussi avec tous les acteurs sur la partie technologique et sur la partie modèle économique. Les trois combinés, on va commencer à voir les résultats vraiment de manière très éminente. 2026, on va commencer à voir les solutions. Très bien. Hannah Bedris, même question. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sera prêt? Quels sont les axes d'amélioration d'ici 2030? Nous avons posé les fondations et depuis un moment, le travail se continue et nous serons prêts pour accueillir la plus belle Coupe du Monde. Enfin, déjà, c'est tranché. Après, en partenariat avec des acteurs majeurs comme Visa, effectivement, le sponsor officiel de ces événements, on collabore au quotidien, encore une fois, pour préparer. Et pour la Coupe du Monde en particulier, au niveau du switch Al Maghreb, nous sommes en contact avec nos équivalents au niveau de l'Espagne et au niveau du Portugal. Donc, nous les connaissons, nous travaillons en étroite collaboration et l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une uniformisation de cette expérience, qu'on imagine des choses. Comme on accueille tous les trois cet événement majeur, de faire en sorte que l'expérience soit assez proche et similaire. C'est rassurant ça, parce qu'effectivement, l'idée, même si la Coupe du Monde va se jouer sur 3 pays différents, c'est d'avoir une expérience similaire pour un fan, qu'il soit à Madrid, à Casablanca, à Marrakech ou à Lisbonne. Donc ça, c'est très C'est un rassurant. axe sur lequel nous J'espère que travaillons. ça sera fait également sur tous les autres aspects organisationnels Exactement. de la Coupe du Monde. Et aussi en termes d'innovation, et ça au niveau du Maroc, nous y travaillons. J'aimerais que d'ici 2030, on ne serait pas au niveau du POC que nous avons déjà déroulé. C'est le Agentic AI, donc le shopping avec l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est ça. Je poserais ça. Samy, il parlait de milestone dans une journée, et pour moi, j'aimerais vraiment qu'on soit prêt avec l'intelligence artificielle pour pouvoir À quel niveau vivre précisément? au niveau de l'utilisation de ces moyens de paiement, et pas d'une manière classique, mais en injectant l'intelligence artificielle qui va faire des recherches, où on sera prêt au niveau des infrastructures d'acceptation à dire, on consulte une intelligence qui va nous recommander telle ou telle expérience par rapport à tel ou à tel besoin, et que l'acte d'achat soit complètement intégré dans cette expérience IA. D'accord, donc Samy disait que pour lui, d'ici 2030, c'est l'axe d'amélioration prioritaire, c'est au niveau de l'acceptation qu'il faut absolument doubler ou tripler pour être prêt. Et vous, en plus C'est de ça, complémentaire. c'est complémentaire. mais Ça va dans le même sens. justement, vous insistez aussi sur certaines technologies que nous devons développer et améliorer pour que nous soyons au même niveau, au même standard que nous avons Même en les avance, Portugais. là, on parle d'innovation pure, parce que là, effectivement, on est parfaitement aligné sur les objectifs qui sont élargir l'acceptation, la capacité, la sécurisation par rapport à la lutte contre la fraude et les attaques éventuelles. Mais en termes d'innovation, je pense que dans 5 ans, on aurait fait de l'IA, une technologie embedded, imbriquée dans les Et transactions si du on ne le fait quotidien. pas, pour X ou pour Y ou X raisons, si on n'arrive pas à développer rapidement nos systèmes de paiement et nos moyens de paiement à horizon 2030, quels sont les risques qui pèsent sur le Maroc qui ambitionne de co-organiser cette Coupe du Monde? Moi, je dirais que même comme on est aujourd'hui, on ne prendrait pas de risque majeur parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas assez vite, mais franchement, moi, je trouve qu'on y va et on y va juste. Bon, en tout cas, Mais Ramadan, pour moi, c'est clair, on va y arriver déjà. Mais si on fait rien d'ici 2030, déjà, le Maroc, c'est le pays africain qui accueille le plus de touristes. En 2024 et même 2025, ça va être le cas. Et on a la capacité aujourd'hui de gérer tous ces flux, et même si ces flux doublent demain, je pense qu'on a la capacité de gérer ça aussi.
La Coupe du Monde, certes, elle va driver beaucoup plus de flux, mais anyways, c'est un pays touristique de premier ordre et l'infrastructure, elle est là. Absolument. Vous avez raison de souligner un élément très important. La CAN et la Coupe du Monde ne sont en définitive que des catalyseurs pour un développement beaucoup plus vaste de tout un pays qui ambitionne d'être meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai appris plein de choses et je pense sincèrement que les uns et les autres qui nous ont regardés avec beaucoup de plaisir, je l'espère, ont appris également des choses très intéressantes. Merci beaucoup, Hana Vendris, d'avoir répondu à mes Merci à questions et à mon invitation. Merci, Samir Ramadan. Un vrai plaisir, encore une fois. Je m'excuse pour cette voix cassée, mais bon, c'était pour la bonne cause. La voix était cassée, mais le propos était clair. Merci beaucoup, Merci. madame et Merci. monsieur, d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Zone Franche sur Média 24. À bientôt.